Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Vous êtes ici pour un atelier consacré à l'accessibilité de l'information dans l'entreprise. J'espère que personne ne s'est trompé. Tout le monde est bien présent pour ça. Bon, vous allez avoir quelques surprises quand même. Donc je me présente, mon nom est Delay, Didier Delay. Je suis représentant d'Explore France et j'ai la chance, enfin vous avez la chance et moi aussi, d'avoir deux experts. Monsieur Gilles André, directeur général de Polispop, et monsieur Armand Goumin, responsable commercial et marketing de Magellan, chez Magellan. Voilà. Donc ce sont deux experts, chacun dans leur domaine, et ils vont vous apporter pas mal de contributions à vos questions, si vous avez des questions, et d'ailleurs vous êtes les bienvenus. En animant ceci, je me suis dit, mais pourquoi doit-on avoir accédé à l'information dans l'entreprise ? Je croyais que depuis près de 30 ans, cet aspect était résolu. Vous avez des bases de données partout. Vous avez des bases de données où les données sont extrêmement structurées. Vous avez des bases de données clients, vous avez des bases de données dites CRM, vous avez des bases de données pour la comptabilité, pour la RH, etc. Et il y a quelques années de ça, tout le monde était omnibulé par le fait de savoir quelle était la vue 360 degrés du client. Où allait-on repêcher ces informations ? Bon, à tout ça, on est venu s'ajouter une série de données, entre autres les emails. Vous connaissez les emails. Nous avons un directeur financier chez nous qui travaille avec deux outils. Bien sûr, il a son intelligence, c'est ce que j'espère. Mais les deux autres outils, c'est Outlook, où tout, c'est sa base de données, complet. Et l'autre, c'est Excel. Okay, tout est dans les emails. Je lisais là, il y a 2 jours, que vous recevez en général une centaine d'emails par jour. Et parmi ces 100 emails, vous en avez 44 avec des pièces attachées. Donc l'information est de plus en plus diffuse dans la société, de plus en plus complexe. La numérisation du document n'a pas fait arranger les choses. Les réseaux sociaux amplifient encore tout ça et on ne sait pas très bien où aller, où chercher l'information. Et lorsqu'on recherche l'information, je me dis parfois qu'il est plus facile d'aller sur Internet et de faire un search et de trouver les informations qu'au sein de son entreprise. Où est l'information, comment l'organiser. Alors il y a un mot actuellement, un buzzword, nouveau buzzword. Vous avez 2 articles, un hier dans les Échos, on parle de Big Data. Un autre hier également dans l'atelier, on parle de l'organisation des données et de Big Data. Donc je voudrais bien poser à M. André sa définition du Big Data, puisqu'il sera en question pendant ce séminaire. Alors je suis désolé, j'aime bien parler debout, alors je vais me mettre debout. La définition de Big Data, c'est grosses données. Donc jusque-là, je pense qu'on va tous être d'accord. Donc ce que ça veut dire en fait globalement, ça veut dire qu'il y a une explosion du volume des données. Mais pour beaucoup d'entre nous, l'explosion du volume de données, c'est Twitter, c'est les blogs, c'est Facebook, etc. Et c'est pas seulement ça. Et je dirais que la présentation que je vais tâcher de vous faire aujourd'hui, je voudrais vous montrer qu'en fait, pour nous, en tant que Polispot, Big Data, en fait, c'est 3 éléments. Des documents, plutôt internes à l'entreprise, des données, plutôt applicatives, et des informations, plutôt sur le web. Et donc, le but de ma présentation, c'est de montrer comment mettre en place une stratégie permettant d'agréger ces informations et aux utilisateurs de l'entreprise de la retrouver. Donc, vaste sujet ambitieux. Alors donc, si je reprends mes 3 panels, le premier, c'est la recherche documentaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la recherche documentaire ? C'est vous avez dans votre entreprise une gestion électronique de documents, un système de messagerie, un file system, Windows ou Linux, et vous avez des documents à l'intérieur. Donc là, la problématique, elle est la multiplicité de documents. Dans les applications, vous avez plutôt des données et plutôt structurées. Pour autant, aujourd'hui, la plupart des applications ont à la fois des données structurées et des données non structurées. Je prends l'exemple d'un CRM. Vous avez les données de vos clients, son adresse, son nom, etc. Et puis vous allez avoir un contrat attaché, la dernière proposition commerciale que vous voulez envoyer, donc des données non structurées. Et puis sur le web, c'est là où on en est tous familiers, vous avez des commentaires, vous avez des blogs, vous avez des tweets, vous avez des pages web, vous avez des commentaires, vous avez tout un ensemble de données. Alors ce que je veux vous montrer, c'est qu'en fait, ce sont 3 facettes d'un seul et même problème.
vous avez dans la colonne de gauche les problématiques que nos clients nous ont remontées. Donc cette présentation, c'est un peu la synthèse d'une vingtaine de cas clients qu'on a implémentés sur ces sujets. Le premier problème, c'est le silo. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par silo? C'est que l'information est prisonnière d'applications ou de formats. Donc dans le cas de la recherche documentaire, ça va être dans une gestion de documents FileNet, LiveLink, Alfresco, sur un portail Livefray, dans votre système de gestion de fichiers. Dans les applications, vous allez avoir vos données clients dans Salesforce, vos données industrielles dans SAP, des données dans une base de données Oracle. Et puis à la fin, dans la veille, vous allez avoir Facebook, Twitter, YouTube, des sites internet, des blogs. Et donc encore une fois, plein de repositories différents. Le deuxième niveau, ce sont les docs. Donc les docs, vous allez avoir plein de formats dans la recherche documentaire, OpenOffice, Office, des données de DAO, de CAO, des présentations PowerPoint. Sur les applications, on va être beaucoup plus homogène. C'est le plus souvent de la base de données. Et donc là, on va attaquer les bases de données, c'est plus facile, on va dire. Et enfin, dans les données de veille, alors là, le nombre de formats s'accroît tous les jours. Vous avez des commentaires, vous avez des notes, vous avez des posts, vous avez des blogs, vous avez des pages HTML, vous avez du Flash. Donc il y a plein de moyens de représenter l'information. Ensuite, vous avez des problèmes de volumétrie. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, mais dans les problèmes de volumétrie, vous êtes d'accord dans la recherche documentaire. Si je vous disais qu'une société, qui est un de nos clients, en 2005 avait 500 000 documents et qu'aujourd'hui elle en a 6 millions, vous voyez un peu la croissance qu'il y a pu y avoir dans certaines sociétés. On a certains de nos clients aujourd'hui qui nous demandent d'indexer des documents par centaines de millions. Donc, qu'on le croit ou non, c'est une réalité. Si vous regardez le nombre d'emails qui arrivent dans une entreprise et le nombre de documents produits, c'est une réalité. Un utilisateur produit plus de 10 000 pages par an. Pour les applications, c'est le nombre d'enregistrements qui fait foi. On connaît tous l'exemple de Walmart avec des pétaoctets de données applicatives qui doivent adresser en temps réel. Et puis enfin, pour la veille, la problématique, c'est beaucoup plus le nombre de sources. Parmi les quelques dizaines de millions de sites web et de blogs qu'il y a sur Internet, lesquels dois-je surveiller et comment je fais? Ensuite, il y a un deuxième point, un point très intéressant qui a échappé à pas mal d'analyses, qui est la vélocité. Sur Internet, l'information circule à toute vitesse. C'est-à-dire que non seulement un document est créé très vite et diffusé très vite, mais un commentaire peut être ajouté à ce document, on peut lui mettre une note, etc. Dans les applications, on nous demande de plus en plus de faire du temps réel. C'est-à-dire si un enregistrement client a changé, je veux immédiatement que ce soit propagé dans mon système d'information. Et enfin, dans la recherche documentaire, on est plus dans du batch, c'est-à-dire si vous indexez mes documents toutes les nuits, c'est plutôt pas mal. Ensuite se pose le problème de la sécurité. Alors, je voudrais qu'on ne mésestime pas ce problème. Il y a de nos clients qui nous demandent d'indexer des fiches de paye. Donc, si en tapant un mot-clé comme le nom du directeur général de la société, j'ai sa fiche de salaire et les bonus qu'il a reçus les 3 années précédentes, je doute de générer un gros enthousiasme à la direction générale. Donc ces problèmes de sécurité, il faut les gérer et c'est très spécifique à la gestion documentaire. Pour les applications, il en va de même. Il y a des notions de sécurité qui sont prévalentes et qu'il faut savoir gérer. En revanche, sur Internet, on n'est plus sur des accès libres ou éventuellement avec authentification, donc le problème de la sécurité se pose moins. Alors, au final, ce que je voudrais surtout vous dire, c'est que vous comprenez que les problèmes en horizontal sont les mêmes. Et nous, ce qu'on pense, c'est que du coup, c'est une infrastructure qui doit répondre au problème, qui doit résoudre le problème, et non pas des applications qui soient dédiées à l'un de ces pôles. Alors, je vais me permettre rapidement d'illustrer comment on voit les choses. Eh bien, en fait, on voit les choses en disant que l'important, c'est ce qui est en jaune. L'important, ça va être de mettre en forme l'information de manière à ce qu'elle soit utilisable par les applications que vous utilisez au quotidien. Donc on va prendre quelques exemples. Donc là, vous avez compris qu'on a à accéder à l'information. Donc quand même, pour mémoire, si vous prenez toutes les versions de PDF, de Word, etc., il y a plus de 800 sources communes de formats documentaires auxquelles il faut accéder. Ensuite, elles vont être réparties dans la société, sur le cloud de la société ou sur Internet. Et en troisième lieu, elles vont être rangées dans des applications diverses et variées. Et donc, c'est cette variété d'informations que McKinsey appelle, dans le domaine du big data, il parle des 3 V. Le premier V, c'est la variété.
Donc là, c'est variété de l'information. Plus elle est variée, plus c'est compliqué. Ensuite, le deuxième V, ça va être la volumétrie. On en a parlé tout à l'heure. Plus il y a de volume, plus il faut des architectures spécifiques. Si vous avez 1 milliard d'enregistrements à gérer, vous n'allez pas choisir le même format de stockage que si vous avez une centaine d'enregistrements à gérer. Donc il y a des problèmes de stockage, donc qui sont liés au volume. Et le troisième cas, c'est la vélocité. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'aller du temps réel au batch. Et en fait, suivant les choses qu'on aura à gérer, il faut savoir faire les trois. Donc l'idée, c'est qu'on va capter cette information et qu'on va l'envoyer vers un système qui va l'enrichir. Alors je vais prendre un exemple. Donc on a un de nos clients, qui est un petit client, donc il y a 200 000 salariés dans la société. Et il se trouve que j'ai vu un document qui m'intéresse, qui est écrit par M. Jean Dupont. Et il se trouve que M. Jean Dupont, je ne sais pas qui c'est. Donc ce que ce client nous a demandé, c'est d'aller voir dans PeopleSoft, qui est le logiciel de ressources humaines qu'ils utilisent, de prendre l'auteur, M. Jean Dupont, et de voir quelle est sa fonction, quelle est son expertise, dans quelle entité il travaille, dans quel département il travaille. Et donc en aval, on permettra à l'utilisateur de chercher tous les documents émis par un chef de laboratoire de Montpellier, voilà, pour prendre un exemple précis, c'est-à-dire d'apporter des métadonnées supplémentaires à un document. Ensuite, on va être capable, à partir de ces systèmes d'enrichissement, d'appliquer plusieurs stratégies. Alors, je me permets d'insister là-dessus parce que tout le monde n'en a pas forcément conscience. Vous êtes d'accord que lorsque vous collectez une information, vous allez pouvoir changer de stratégie d'enrichissement. Donc, par exemple, vous aviez pensé que c'était important de mettre la fonction l'auteur, mais vous aviez oublié le département. Donc, la fonction de ce qu'on appelle, nous, un information warehouse, c'est d'avoir un endroit dans votre système d'information où se déverse l'information utile de l'entreprise, où elle est enregistrée, manipulée, etc. Le deuxième avantage de ce type de solution, c'est qu'avec les outils sociaux dans l'entreprise, ce que j'appelle les outils de réseaux sociaux dans l'entreprise, un document va être annoté, commenté, enrichi, transformé. Et donc le cycle de vie d'un document, il va être beaucoup plus long. Et une infrastructure agile comme celle-là va permettre de tirer parti de l'utilisation et des modifications qu'ont apporté les utilisateurs. Ce qui fait qu'au moment de le rechercher, on pourra dire « je veux le document émis par un chef de laboratoire de Montpellier qui a été le plus commenté dans ces 3 dernières semaines ». Et donc c'est par ces systèmes d'enrichissement qu'on arrive à faire en sorte aujourd'hui, dans des systèmes d'information, de répondre en quelques clics à la question qui est posée par l'utilisateur et qui va être de dire « donnez-moi le document que je cherche ». Parce qu'au final, c'est quand même ça le débat. On va prendre un autre exemple dans le domaine de la veille. Donc, imaginez-vous, dans le domaine de la veille, que vous êtes un magazine de vente par correspondance et vous avez la joie d'avoir mis une photo d'un homme nu derrière un maillot pour enfants. Vous êtes quelque part un petit peu embêté et votre service de veille va être spammé par 400 000 articles dans la journée. Or, c'est bien la même information, on est bien d'accord, c'est la même information. Et bien, un système sémantique va pouvoir dire... Voilà, il y a un fait qui est apparu sur Internet et de le qualifier, c'est-à-dire photo problématique sur Internet, et de ranger tous les articles dessous. Donc au lieu de vous trouver spammé par 400 000 articles qui vont vous arriver dessus, on va vous dire il y a un événement qui est apparu, et cet événement, est-ce que vous voulez voir le détail des articles qui se rapportent à l'événement, et on donnera accès aux articles. Donc c'est pour ça que le big data, si vous voulez, ce sont des stratégies dans lesquelles vous avez besoin d'une infrastructure qui va vous permettre de créer le bon scénario par rapport à la typologie de l'information et à la typologie de l'utilisateur. Alors sur la suite, je vais aller assez vite parce que j'ai l'impression que j'ai pas mal pris mon temps. Donc l'idée, elle est résumée ici. Donc j'ai un document qui arrive et à l'instar d'un Trivial Pursuit, je vais appliquer certaines stratégies d'enrichissement d'informations. Extraire Orange et garantir qu'Orange est bien la société ou la ville ou la couleur. Faire de l'analyse, que je disais, de relations. La société A a racheté la société B, c'est un fait. Si un deuxième article arrive sur le même fait, ça reste le même fait. Catégoriser, plan de classement. Eh bien, tous ces documents parlent de finance, ils parlent de marketing, ils parlent d'écologie, ils parlent de développement durable. Enrichissement référentiel, l'auteur, sa fonction, la société pour laquelle il travaille. Annotation, c'est tout le collaboratif autour de l'information qui permet d'enrichir. Et enfin, tout ce qu'on ne sait pas faire en tant qu'éditeur et que d'autres font très bien,
écouter la bande-son du vidéo, la transcrire en texte pour qu'elle soit recherchable, ce qu'on appelle du speech-to-text, ou faire de la traduction instantanée sur Internet avec des représentants qui sont du reste sur Documentation aujourd'hui. Donc, voilà en gros ce que je voulais vous décrire. Je ne sais pas où j'en suis de mon temps de parole, 2 minutes, donc je ne finirai pas les autres slides. Donc, si je peux résumer mon intervention, la vision que nous avons aujourd'hui, c'est que la stratégie de gestion de l'information dans une entreprise eh bien, est en train de vivre les mêmes moments qu'a vécu la base de données au moment de l'apparition du data warehouse et de la business intelligence il y a quelques années. C'est-à-dire, en fait, c'est les mêmes problèmes et quelque part, c'est le même chaudron à la fin. C'est-à-dire la seule manière de faire en sorte qu'une donnée soit utilisable, c'est que techniquement, on ait préparé cette donnée à son utilisation ultérieure. Et pour ça, je prendrai un dernier domaine, c'est dire, de mon info warehouse, il y a des gens qui nous demandent d'alimenter un index. Bon, nous, on est open source, et donc on s'appuie sur Solar, Lucene Solar, et on offre un service de recherche pour retrouver l'information. Mais il y a des clients qui nous demandent de nourrir des applications comme ClickView, Business Object ou MicroStrategy. Et là, on ne va pas pousser vers un index, puisqu'on manipule de la donnée. On va pousser ça dans le format requis par l'application MicroStrat ou bien ClickView ou autre, etc. Donc voilà, ça sera ma conclusion, c'est de dire qu'il y a 3 domaines, à mon avis, de gestion de l'information dans le big data, que ces 3 domaines requièrent une infrastructure d'enrichissement et de préparation de la donnée, et qui permet à ces données d'être consommées par des applications classiques de BI, par des applications de search ou par des applications tout court. Par exemple, on pourrait très bien nourrir SAP avec le ratio de satisfaction des users du helpdesk ou au travers des emails qu'on a reçus. Voilà, je suis désolé, c'est un peu rapide sur un sujet aussi vaste. J'aurais aimé avoir plus de temps et je vous remercie de votre attention. Je passe la main. Merci Monsieur André. Il y a pas mal de questions à vous poser. Je suppose qu'il y en aura dans la salle tout à l'heure. Maintenant que nous avons retrouvé les données, on sait comment y accéder. Qu'allez-vous faire, Monsieur Goumin, avec ces données ? Alors bonjour, déjà, effectivement pour me présenter, je suis Arnaud Goumin, j'ai la responsabilité commerciale et marketing chez Magilem d'une partie qui s'appelle Content Intégration chez nous et qui traite notamment d'accessibilité d'information et même au-delà de ça, d'exploitation de l'information. Je suis accompagné aujourd'hui d'Antoine Ducot qui est CEO chez ShareWithMe, qui est un de nos clients, et donc on va tenter de répondre aux 3 questions qui ont été posées, vous avez pu voir sur le site internet pour cette conférence. Première question, alors je la lis en même temps que vous. Comment faire parler le big data, détecter les signaux faibles ? Premier sujet qu'on va aborder. Je reviens un peu sur l'idée de big data, donc, qui commence maintenant à être largement répandue. Peut-être que vous aviez cette information. En 2007, Accenture prévoyait que dans les 2 années qui venaient, le volume de contenu créé serait plus important que celui des contenus déjà créés dans toute l'histoire de l'humanité. Donc on est bien dans la croissance exponentielle de l'information. Il y a effectivement l'idée dans la notion de big data qu'on cherche beaucoup l'information, mais on ne la trouve pas nécessairement. C'est le deuxième point. Et puis la notion de structuration de l'information, à savoir 90% des contenus avec leur business sont non structurés. Au-delà de ça, après ça, qu'est-ce qu'on peut dire ? Une fois qu'on a trouvé l'information, avec Polyspot ou d'autres, qu'est-ce qu'on en fait pour apprécier les résultats de recherche, d'un point de vue des quantités de ces résultats, de l'exhaustivité ? Est-ce qu'on a saisi tous les résultats, est-ce que tous les contenus qu'on a récupérés avec les requêtes qu'on a faites, est-ce que tous les contenus sont là ? Est-ce qu'ils sont pertinents ? Est-ce qu'ils sont fréquemment utilisés ? Et comment est-ce qu'ils sont utilisés ? Finalement, quand on manipule tous ces contenus, globalement on les range. Donc on dit que c'est très bien de les ranger pour favoriser l'accès à l'information. Maintenant, de notre point de vue, pour Magilem, la question c'est surtout qu'est-ce qu'on fait après. En soi, ranger l'information n'est pas finalement la clé. La clé c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait de ces informations, dans quel objectif on exploite ces informations. Alors voilà l'exemple, donc ShareWithMe, je vais donner la parole à Antoine qui va présenter brièvement son activité et puis on va vous présenter les concepts, la façon dont on traite la notion de masse de verbatim, cet aspect big data. Bonjour. Donc chez ShareWithMe, notre métier c'est de capitaliser sur l'intelligence collective des groupes. Alors qu'est-ce que l'on entend par groupe ? On entend comment faire émerger l'intelligence collective
au travers de nos collaborateurs et grâce à nos clients. Et donc, en un mot, quel est le métier de ShareWithMe? Nous traitons des questions ouvertes et nous avons une capacité à répondre en grande quantité, de manière qualitative, au traitement de la question ouverte, par opposition à la question fermée que vous connaissez. Pour prendre un exemple de Big Data, nous avons juste pris un exemple dans un domaine que l'on connaît bien, qui est le monde de la distribution, et notamment la distribution spécialisée. Et juste pour vous donner un exemple de volumétrie, considérez un retailer qui a 290 points de vente dans 12 pays. Si ce retailer a 13 points de rayon et chaque rayon à peu près 4 ou 5 sous-rayons, c'est-à-dire qu'on génère 60 sous-rayons, si on génère une enquête client par sous-rayon et par an, ce qui n'est pas beaucoup. En moyenne, pour administrer un questionnaire de manière qualitative, mais aussi quantitative, on prend une base de 75 questionnaires, d'accord ? Et comme nous gérons la question ouverte, nous pensons qu'en posant ne serait-ce que 3 questions pour chacun des 75 questionnaires, et que chaque question va générer une réponse de ce qu'on appelle 3 verbatims, eh bien vous arrivez tout de suite à un nombre assez extraordinaire d'une gestion de près de 11 millions de verbatims à traiter par an. Voilà une volumétrie importante. Si vous la multipliez au nombre des années, vous en arrivez en dizaines, centaines de millions de verbatims. Alors question, qu'est-ce que ça dit tout ça? Voilà, alors ce qui est important, c'est aussi qu'est-ce que l'on en fait, hein. C'est, à travers ce que l'on vous montre ici, c'est qu'est-ce que l'on va rechercher comme information à travers ces contenus qui nous sont offerts ou que l'on a sollicités. Eh bien, nous, ce que l'on cherche, c'est de dépasser la banalité du propos pour arriver à la richesse de la source de l'information qui nous a été donnée. Donc, arriver à un traitement qualitatif des verbatims, mais sur une grande masse quantitative. Donc, c'est comment passer d'un monde statistique à un monde du traitement qualitatif de l'information. Alors, juste une petite histoire qu'on a appelée une histoire Cabret, je vous la fais en 2 minutes. C'est comment un distributeur a pu avoir un jour l'idée de lancer un produit capillaire de shampoing à base de biotine, alors qu'à l'origine, ce produit était utilisé par les chevaux. Eh bien, tout simplement parce que ce distributeur a eu l'idée de communiquer avec ses clients, d'interroger ses clients, de leur poser des questions ouvertes. Et c'est à travers le questionnement ouvert qu'il a découvert qu'une petite frange de la population, notamment des propriétaires de chevaux, utilisait un produit d'application pour le nettoyage des crins des chevaux à base de biotine. Et ils se sont aperçus que la biotine était un excellent produit qui pouvait s'appliquer pour l'homme. Et ils en ont développé un produit de shampoing capillaire pour hommes. Alors en fait, ce qui se passe là dans le traitement de verbatim en masse, finalement, on peut utiliser cette image. D'un côté, on a les signaux forts qui sont l'appréciation a priori avant la collecte de l'information, et donc une première étape de répartition des verbatims dans cette structure a priori. Et puis les signaux faibles, c'est-à-dire l'aiguille dans la botte de foin qu'on va pouvoir découvrir après la collecte en brassant les verbatims, finalement, en fonction de ce qu'on trouve dans ces verbatims. Donc en créant des plans de distribution de ces verbatims, j'allais dire a posteriori, suivant différents angles. Effectivement, c'est ce qu'on a voulu illustrer ici. En fait, les technologies qu'on a développées et qui servent aujourd'hui chez ShareWithMe, par exemple dans le sujet qu'a évoqué Antoine, ces technologies, elles nous permettent de brasser ces verbatims, de configurer finalement, entre guillemets, le Rubik's Cube de cette masse de contenu pour pouvoir observer, suivant les différents angles, ces contenus et en apprécier la qualité. Alors, quelques domaines où l'on traite justement cette volumétrie et cette qualité des verbatims. Dans le domaine des ressources humaines, donc on travaille beaucoup avec les collaborateurs des entreprises. Eh bien,
il y a une ressource de contenu absolument extraordinaire qui est à disposition, et bien ce sont les collaborateurs de l'entreprise. Donc comment rentrer en relation avec les collaborateurs de l'entreprise, et donc comment les interroger, leur poser des questions et refaire remonter leurs attentes, leurs besoins, faire un état des lieux justement d'une situation d'atmosphère, d'ambiance dans une entreprise, établir des plans de progrès. Donc voilà, ça c'était la première partie, une première façon de détecter les signaux faibles. On avance rapidement parce qu'il nous reste 6 minutes sur le temps qui nous est imparti. Au-delà des contraintes, des sources et de formats, comment tirer parti des contenus ? Tirer parti des contenus, ça veut dire exploiter. Tirer parti, exploiter pour retirer un bénéfice. Alors de notre point de vue, il y a plusieurs façons de faire. Synthétiser le sens, c'est ce qu'on vient de voir avec Antoine. Appliquer un traitement en masse, je vous donne un exemple. Vous travaillez pour une société du CAC 40 et vous êtes responsable de la documentation corporate. Vous avez à mettre à jour dans les 100 000 documents corporate le pied de page pour changer le capital de la société. Comment vous faites ? Donc effectivement, vous allez pouvoir requêter, récupérer les 100 000 documents, puis après, bon courage pour ceux à qui il reste des cheveux. Voilà, donc effectivement, appliquer un traitement en masse, c'est un des sujets qui est le nôtre dans organiser l'accès à l'information et au-delà de ça, l'exploiter. Et puis réemployer le contenu dans de nouveaux documents. Alors je vous donne quelques exemples dans un autre secteur qui est le domaine de la microélectronique. Souvent, en fait, on a dans des contenus, enfin, on a des métiers de R&D, d'industrie, d'ingénierie qui sont plus ou moins automatisés, c'est ce qu'on peut voir ici. Et surtout, d'un point de vue marketing, finalement, les contenus marketing doivent être construits sans format métier prédéfini. Alors, nous, ce qu'on fait et ce qu'on apporte, c'est effectivement des ateliers d'assemblage, d'automatisation d'assemblage des contenus pour automatiser les traitements, la production documentaire et distribuer cette production documentaire de façon automatique. Je vous donne un autre exemple dans le domaine des contenus juridiques. Peut-être que ça parle pour certains. Il y a le journal officiel donc, qui est publié tous les jours. On reçoit un flux XML qui a un niveau de structure donné. Une des questions de l'éditeur juridique, c'est comment est-ce qu'il va pouvoir identifier dans ses contenus propres la façon dont ça impacte son fond documentaire, cette évolution du journal officiel. Concrètement, c'est l'article 32 du Code pénal évolue aujourd'hui, vous modifiez la virgule là, vous rajoutez une séquence ici. Voilà. Face à un contenu qui fait 5 millions de documents et 80 millions de liens, comment est-ce qu'il interprète cette information ? Eh bien, on automatise cette mise à jour. Alors finalement, pour répondre à la question, comment tirer parti des contenus ? Nous, notre réponse, c'est en mettant en place une chaîne de publishing collaboratif, et c'est ce qu'on propose. Pour la troisième question, le niveau d'agilité, qu'est-ce qu'on peut proposer en termes de niveau d'agilité ? D'abord, on peut se poser la question de ce qu'attendent les utilisateurs. Évidemment, c'est d'obtenir des réponses immédiatement en séance. Si je vous reprends effectivement ce cas je vais peut-être y revenir après. Je te laisse prendre la main sur cette partie-là. On va vous prendre 2 exemples d'animation à travers une solution qui s'appelle Share Meeting, qui est une animation de réunion ou de séminaire. Vous imaginez une salle un peu plus grande qu'ici où vous avez 200 collaborateurs ou 200 clients et on va les interroger en live et on va les faire répondre à des questions, toujours ces fameuses questions ouvertes. Ils vont agréger leurs réponses dans un système informatique et en temps réel, on va restituer à la salle et à l'ensemble du groupe l'ensemble des thématiques qui vont être portées par le groupe. Donc c'est quelle capacité l'outil justement a à traiter un flux de grand nombre de verbatim en live, en donnant une résolution et un éclairage direct sur des thématiques qui ont été apportées par le groupe. Un autre produit qui s'appelle ShareQuest, avec un même système, et là de questionnement online, où on va pouvoir interroger des clients ou des collaborateurs, toujours, pour leur poser un certain nombre de questions. Et même chose, le système va agréger les réponses de centaines de milliers de collaborateurs et va restituer un rapport qui va être structuré. Donc on a une structuration de l'information, une mise à disposition de l'information avec une clarté et une lisibilité qui va permettre d'exploiter les contenus. Donc tout ça, évidemment, en termes de vélocité, c'est online, donc c'est immédiatement. Et c'est effectivement ce qu'on propose avec nos outils. Un autre exemple, donc je reviens sur l'histoire du fonds documentaire de l'éditeur. Je vous disais 5 millions de documents pour 80 millions de liens entre les documents.
Une des questions que se pose cet éditeur, c'est comment mettre à jour les références entre les documents. C'est en gros, je modifie tel chapitre à tel endroit. C'est quoi l'impact de cette renumérotation de chapitres? Et comment est-ce que je mets à jour ça dans cette masse documentaire? Est-ce que déjà c'est faisable techniquement? Et dans quel délai? Est-ce qu'il me faut 3 jours pour faire ça? Ou est-ce que ça va être de l'ordre de la minute? Alors on a effectivement testé sur la base d'un échantillon de 800 000 documents. On les a fait passer dans nos outils, sans vouloir rentrer dans des détails techniques. Voilà, une des questions, je vais même aller rapidement sur la fin. Le temps de traitement pour nous, à la question parmi les 850 000 documents, quels sont les 100 documents les plus référencés quand je regarde les références jusqu'à 4 niveaux? Techniquement, pour nous, ça nous prend 5,3 secondes. On est à un niveau de performance qui est 10 puissance 6 fois plus rapide que les technologies antérieures. Pour vous donner une idée, 10 puissance 6, c'est, j'avais fait le calcul, je crois que c'est 1 minute à la place d'une dizaine de jours. Voilà. C'est ça qu'on fait, nous. On réduit de 10 puissance 6 les temps de calcul pour gérer ces masses documentaires, exploiter plus que organiser l'accès, exploiter ces masses documentaires. Et on est dans le timing. Je vous remercie beaucoup. On va essayer d'ouvrir les questions parce que vous êtes là, vous êtes nombreux et vous avez beaucoup de choses à... Mais je me posais une question. Vous êtes ici à la recherche dans ce salon d'information sur simplement de l'archivage, parfois de l'ECM, parfois de gouvernance documentaire et bien plus. Or, ici, le débat est bien plus profond. La question que je voudrais poser à nos intervenants, existe-t-il réellement une stratégie de l'information au sein des entreprises ? Est-ce qu'il existe une stratégie de l'information ? Moi, je pense que tant qu'il y a un directeur informatique, oui. Pour autant, je dirais que je trouve, mais c'est peut-être mon grand âge qui me fait dire ça, qu'on n'arrête pas de réinventer des choses à longueur de temps. Ce que j'observe simplement, c'est que le problème est constant, c'est toujours le même. C'est comment est-ce que je mets à disposition de mon utilisateur la bonne information au bon moment. Et je pense qu'un système d'information, en règle générale, c'est à ça que ça sert. Maintenant, est-ce que les directions informatiques ont des stratégies aujourd'hui pour résoudre les problèmes liés au big data, à la volumétrie, à la croissance des données ? Je dirais que c'est notre faute en tant qu'éditeur, qu'aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que les gens sont dans une jungle en se disant il y a à peu près 5000 offres sur ce marché. Qu'est-ce que je fais ? Où est-ce que je vais ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et je pense que le fond du problème aujourd'hui, c'est un problème quelque part de synthèse et de présentation peut-être plus accessible des outils et des techniques qui existent aujourd'hui vis-à-vis des DSI. Alors moi, avant de répondre, je voudrais poser la question à la salle. Qui parmi vous a une stratégie particulière pour gérer les informations ? Personne ? Voilà, la réponse, elle est là. En fait, je crois que c'est une fonction qui va émerger, celle de finalement d'être garant des contenus dans l'entreprise. Et que là où aujourd'hui on a une réponse technologique par le service informatique, je pense que demain, cette réponse, elle va être métier d'un point de vue documentaire. Et donc nous, on fournit les outils justement pour cette activité métier en compatibilité avec les exigences de l'informatique. Mais est-ce que vous ne sentez pas un peu une vocation d'évangéliste, voire de missionnaire ? Non, évangéliste, sûrement pas. Là, je vous rejoins totalement. C'est que je pense qu'aujourd'hui, le sujet est trop vaste. C'est-à-dire, ce que je veux dire, on parle d'information, mais l'information, pourquoi faire, dans quel domaine, pour quel utilisateur, quel type d'information. Donc, par rapport à ça, il y a N stratégies à mettre en œuvre, il y a N techniques, il y a N produits, il y a N expertise, il y a N métiers. Je pense que l'important, c'est de se poser la bonne question, c'est qu'est-ce que je veux faire avec cette information, quel est mon besoin. Et après, il y a tout un ensemble d'architectures, de solutions pour répondre à ces besoins.
Et je pense que la diversité d'approches entre les deux présentations montre bien que voilà, vous résolvez des problèmes de toute évidence en entreprise. Nous résolvons des problèmes de toute évidence en entreprise. Ce sont deux produits différents. Et puis le buzzword qu'on met au-dessus, c'est le même, c'est big data, c'est grosse masse d'informations, etc. Ce qui montre bien que par rapport aux besoins que vous exprimez, il faut adopter des stratégies probablement différentes. Moi, je voudrais juste rajouter une chose, parce qu'on parle beaucoup de contenu. Les contenus, c'est très beau, c'est dans des dossiers. Mais il y a un contenu absolument magnifique qui existe dans toutes les entreprises, et j'espère que vous avez ce contenu dans votre entreprise. Ce sont les hommes et les femmes qui composent l'entreprise, ce sont les collaborateurs, et ce sont les clients de l'entreprise. C'est un contenu qui est à disposition des entreprises, et la question c'est qu'est-ce que l'on en fait? Et justement, la solution que justement Magilem vous propose avec ShareWithMe, c'est de vous montrer comment cette magnifique ressource, on peut l'utiliser, l'exploiter positivement pour lui faire ressortir les informations en grand nombre et comment on va gérer cette information en grand nombre. Moi, je vais répondre sur la notion d'évangélisation. Alors, moi, je suis un peu loin de ces préoccupations d'évangélisation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens et leurs problématiques métiers opérationnels au quotidien et de leur apporter juste des solutions. Si ça ouvre des voies et qu'il y en a d'autres qui suivent, tant mieux. Et puis, voilà ce que je peux dire pour l'évangélisation. C'est une réponse très politique qu'on a déjà entendue il n'y a pas très longtemps. Y a-t-il des questions de la salle? Je vous en prie, vous êtes nombreux. Osez. Osez. Madame, vous aviez plein de réactions. Nous, on est venus à 4 déjà dans ce salon. Une documentaliste, une archiviste, quelqu'un du système d'information et moi sur la gestion du courrier et du téléphone. Et on est encore très loin de ce type de réflexion. D'accord. Alors, par contre, bien sûr, j'apprécie l'ouverture. Ce qui était pour moi une ouverture aujourd'hui dans cette conférence, c'est de découvrir des idées de traitement d'informations autrement. C'est-à-dire, quand vous dites vous êtes très loin aujourd'hui, moi je poserai la question suivante, ce serait quoi l'idéal? C'est quoi votre idéal d'exploitation des contenus, de l'information? Moi, je n'étais même pas dans les contenus web, on était simplement déjà sur l'organisation des contenus internes à la ville, et si déjà on pouvait faciliter l'accès avec un plan de classement qui soit suffisamment cohérent et clair, et pour que l'ensemble des agents puissent accéder à des informations utiles, ça serait déjà énorme. Bon, moi, mon point de vue sur l'histoire du plan de classement, c'est que on va pouvoir, chacun d'entre nous, définir un plan de classement qu'on va trouver génial. Chacun d'entre nous. Par contre, il n'y en aura pas un pareil. Donc il faut le moteur de recherche qui va bien avec, quoi. Alors, est-ce que la solution, elle est sur un moteur de recherche ou elle est sur une autre technologie? Ça, c'est à voir. Nous, notre credo, ce qu'on approche comme technologie, c'est plutôt des outils qui vous permettent de créer vos propres plans de classement pour pouvoir automatiser la distribution des contenus dans votre propre plan de classement personnel. C'est-à-dire qu'on va avoir un plan de classement qui est pour vous, madame, un autre plan de classement qui est pour monsieur derrière, qui lui est propre, c'est le sien. Et comme ça, il va accéder à ses propres contenus, enfin au contenu métier, au contenu d'entreprise, mais par sa propre grille de filtrage, par la façon dont il s'exprime lui-même. J'aurais pas tout à fait le même avis parce que je considère que malheureusement une organisation est certes composée d'hommes, mais ça reste une organisation et donc elle a forcément des codes particuliers en matière de classement. Pour autant, je dirais, je ne suis pas opposé à ce qui est dit là. Je dis simplement, nous, l'expérience qu'on a au travers des clients qui ont des masses de documents importantes à gérer, c'est que la première étape qu'ils souhaitent atteindre déjà, c'est de permettre aux gens de savoir ce qui existe dans le système d'information, ne serait-ce que ça. Et pour moi, cet objectif, il peut être atteint effectivement, graduellement. Il n'y a pas de solution miracle, par des stratégies qu'on évoquait tout à l'heure. Je ne serais pas patron d'une boîte qui fait un moteur de recherche. Je ne pensais pas que le moteur de recherche a un rôle à jouer là-dedans. Mais pour moi, la réalité, c'est déjà résoudre le problème pas à pas. Et le premier pas, c'est que nous, 90% des gens qui travaillent dans les entreprises ne savent pas qu'une information existe,
ne savent surtout pas où la trouver. C'est-à-dire dans quel applicatif, elle est où, elle est sur quel site, voilà. Et moi, j'aime bien la phrase américaine qui dit le good old fellow network. C'est-à-dire, on en revient à l'humain. C'est-à-dire que pour trouver un doc, on va interroger quelqu'un dont on présuppose qu'il a pu entendre parler de ce doc, et on va l'interroger. Et par rapport à ça, je vais vous donner une stratégie qu'on a mise en œuvre dans un grand compte. C'est qu'en fait, on a pris un annuaire de personnes, toutes les personnes de l'entreprise. On a analysé les documents, avec leur accord, je vous rassure, les documents publics qu'ils avaient émis, et on a consolidé des expertises par rapport à un thésaurus d'expertise que la société avait défini. Et en fait, on est arrivé à marier les expertises extraites des documents que ces gens écrivent à ces gens. Et ce qui fait, je cherche quelqu'un qui est expert sur le développement durable dans l'entreprise. À développement durable correspondait une personne, alors que rien dans l'annuaire de l'entreprise ne préfigurait ça. Je pense que c'est ce type de stratégie qui vont permettre effectivement de fluidifier l'accès à l'information par la gestion d'expertise, par la catégorisation. Pour ajouter un peu d'eau au moulin, sachez que dans une entreprise, les personnes consacrent 20% de leur temps à la recherche d'informations et que ce coût de recherche d'informations représente à peu près 5% du chiffre d'affaires. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. S'il y a un retour sur investissement, mais il y a aussi une volonté d'accéder et de partager l'information. Moi, j'aimerais ajouter un autre chiffre que je n'ai pas en tête, mais je vais juste vous poser cette question. Au-delà du temps consacré par chacun à rechercher l'information, d'après vous, quel est le temps consacré par chacun à reproduire une information qui existe déjà par ailleurs? Donc, je crois que la question, elle est effectivement sur accéder, mais surtout réemployer. Là, si je peux vous permettre de rebondir sur ce que vous venez de dire. Il y a un client qui nous a posé la question, alors ce n'est qu'un client, mais on a un chiffre qui ne vaut que sur un client. On avait un corpus documentaire de 4 millions de documents, et sur ces 4 millions de documents, il nous a demandé combien il y avait de doublons exacts. Quand je dis doublons exacts, c'est-à-dire exactement le même doc. Tenez-vous bien, c'est 25% du corpus. Pourquoi? Parce que ça va dans des boîtes mail, ça recircule, c'est re-rangé, surrangé, etc. Donc c'est absolument effarant. Ça veut dire qu'un document sur 4 est inutile. Ah bah tant mieux. Juste, moi, je vais prendre la question de monsieur, mais moi, je réagis à ce que vous venez de dire là. Et finalement, la façon dont je vois les choses est un petit peu différente. C'est-à-dire qu'à la limite, que chacun stocke son propre document là où il veut, moi, ça ne me choque pas vraiment. Quitte à ce qu'il y ait des duplicats, c'est la façon dont les gens travaillent. Par contre, ce qui est important, pour moi, c'est qu'est-ce qui se passe quand le document source évolue? Comment est-ce que les gens sont informés de cette évolution? Donc là aussi, nous, on a des réponses en termes d'outils pour pouvoir propager des évolutions de fragments documentaires bien au sein de différents d'un même contenu qui est dupliqué N fois. Oui, bonjour. En fait, moi, ma remarque est la suivante. Est-ce que la solution ne réside pas aussi, au moins en partie, dans une non-génération de trop de documents, de doublons, d'une autre organisation du travail qui s'adapte un peu mieux aux outils trop faciles à utiliser, tels que la messagerie, qui explose les volumes de données, quoi. Alors, moi, je vais donner un élément de... Enfin, en tout cas, un point de vue, peut-être plus qu'un élément de réponse. Ma réponse, ce serait peut-être, mais les gens travaillent comme ça, donc il faut faire avec. Si vous avez une solution, on est prêt à la partager, peut-être. Je n'ai pas de solution, mais je vous pose la question si vous avez réfléchi à ça. On parle pour l'instant de données, d'informations, de documents. Sachez que les analystes prévoient qu'en 2015, sur le web, la majorité des informations seront sur format vidéo. Donc, ce sont encore de nouvelles dimensions qui seront là. L'Internet mobile, la communication, les réseaux sociaux ne font rien d'autre qu'amplifier. Et cet amplificateur est sans fin. Je vais quand même essayer de répondre à votre question. Moi, je pense qu'elle est excellente, votre question. Et que, en fait, ce qu'il faut bien appréhender, c'est l'utilité d'un document. Pour moi, il y a un concept d'utilité qui n'est pas suffisamment mis en avant. Alors, je vais exprimer ce que je veux vous dire. J'entends souvent dire le big data, c'est que demain, on va être obligé d'intégrer 1 milliard de tweets
et de consolider l'information qu'il y a dans les tweets. Alors moi, je trouve ça absolument extraordinaire, je suis ravi, mais pourquoi faire ? Et très souvent, je trouve que la question du pourquoi faire, il faut vraiment se la poser. C'est-à-dire qu'il y a 10 millions de documents dans l'entreprise, mais il y a combien de documents utiles ? Et je pense que la courbe d'apprentissage que vous appelez de vos voeux, elle viendra justement de l'observation, de l'utilité, de la circulation, de l'utilisation du document. Et c'est pour ça qu'il y a un pan important dans une architecture de système d'information d'entreprise, sont les statistiques, dont on ne parle pas assez. Quel document a été le plus ouvert ? Quel document a été le plus modifié ? Quel document a le plus circulé ? Et toutes ces informations font partie, pour moi, d'une gestion saine du système d'information. Et je suis certain qu'avec ce type d'approche, monsieur, il y a des sociétés qui vont prendre le parti de réduire les documents autre que dans les systèmes d'archives, mais d'un facteur 10, voire d'un facteur 100. Alors moi, je vais peut-être vous choquer par ce que je vais dire, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Tout simplement parce que l'approche que vous avez quand vous dites ça, je la comprends comme une approche statistique, basée sur l'emploi statistique d'un contenu. Or, un contenu peut avoir une qualité, et on le voit bien avec ShareWithMe, une qualité exceptionnelle, alors qu'il a une occurrence extrêmement faible. D'une part, et puis d'autre part, ce qui pour vous est un document utile, ne l'est peut-être pas pour moi, et inversement, ce que vous allez juger comme inutile, peut-être que pour moi, ça a une très très grande valeur. Donc, moi, quand vous dites ça, je comprends que quelque part, on va... Il y avait un terme, faire de la curation de contenu. Moi, je crois qu'il faut au contraire conserver les contenus, même si on les juge inutiles. Par contre, ce qui sera intéressant, c'est de pouvoir en exploiter vraiment le sens, le moment venu, quand on regardera la masse documentaire sous un autre angle, peut-être que ça intéressera quelqu'un. Juste pour rebondir là-dessus, c'est toujours la même question que vous posez. On a des contenus, mais qu'est-ce qu'on en fait ? La réponse, c'est si ces contenus, vous pouvez les utiliser pour les historiser, pour les comparer, pour regarder comment les choses évoluent, pour contextualiser. Dans quel cas j'ai regroupé tel type d'informations et dans quel cas la situation a pu changer et qu'est-ce qui est devenu cette information. Donc vous voyez, la gestion du contenu, pour nous, ce n'est pas simplement la gestion du stockage, c'est la gestion qualitative de ce que l'on en fait et de comment on l'exploite. Et l'historisation justement du contenu, la contextualisation des contenus, vous permettre d'utiliser des contenus qui ont été générés à un moment T et justement de pouvoir les réutiliser plutôt que les laisser au fond d'un placard pour pouvoir les exploiter. Je voudrais juste rebondir. L'exemple que je prenais tout à l'heure, il est lié au fait que pour nous, un contenu qui a été ouvert une fois dans l'année, ou modifié ou accédé une fois dans l'année, est un super contenu. Le débat dont je parlais, monsieur, c'est qu'on est effaré du nombre de documents qui ont été faits une fois et qui, quelque part, ne sont mais plus jamais réutilisés, et ça sur un historique de 5 ans. Alors, je suis d'accord avec votre approche et je pense que votre approche est complètement corollaire à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que ça serait bien d'avoir des outils pour maximiser l'utilisation, la lisibilité de ce qu'on a. On est tous d'accord. Nous, le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que les gens nous disent à l'aide. À l'aide. On en a trop, ça déborde de tous les côtés, on n'arrête pas de racheter des racks de serveurs pour stocker tout ça, et on ne connaît pas vraiment l'utilité. Donc je pense que ce qu'on dit n'est pas du tout opposé. Je pense qu'il y a une approche cartographique et statistique consistant à dire les trucs qui n'ont pas été ouverts depuis 3 ans, on peut quand même se douter qu'on peut libérer un peu notre système d'information. Et puis derrière, une approche qui est beaucoup plus qualitative, je le reconnais, mais qui s'appliquera d'autant plus facilement qu'on n'a pas des corpus informationnels de centaines de millions de documents. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Là, c'est surtout une contrainte technologique. Donc, une fois qu'on la dépasse, il faut les outils pour exploiter. Je pense que vous allez pouvoir... une question là-bas au bout. Très bien. Oui. Je vous en prie. Juste pour réagir sur ce que vous disiez juste avant, alors à mon tour d'être un petit peu en opposition à ce que vous disiez, l'exemple que Madame évoquait est un exemple qui nous évoque à tous le fait qu'aujourd'hui, il y a très peu de systèmes de gestion de l'information dans les entreprises ou dans les collectivités. Et
qu'on n'est pas là quand on met un système de GED ou de gestion documentaire pour faire de l'archéologie et se dire dans 10 ans, est-ce que mes 20 000 tweets auront un intérêt? Mais on est là pour apporter de la réactivité et l'information. Et donc si on arrive plutôt que de conserver, pour se dire hypothétiquement mon information va me servir dans 20 ans, si on arrive plutôt à fournir l'information pertinente à l'instant T, pour rebondir sur les 20% du temps consacré à la recherche documentaire, ça c'est concret, c'est du business, c'est aujourd'hui et c'est pas hypothétique demain. Et évidemment, je suis complètement d'accord avec vous. Simplement, la lecture qui est faite d'un côté, aujourd'hui, technologiquement, c'est une lecture statistique, c'est-à-dire on va vous dire que le contenu qui est utile, c'est celui qui est beaucoup accédé statistiquement. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Peut-être que le contenu qui est utile, c'est celui qui n'est pas du tout accédé. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est pas de dire on archive, on archive, on archive. Nous, ce qu'on propose, c'est de dire parmi ce qui existe, parmi ce qui a coûté tant à l'entreprise à développer, il y a des pépites et il faut pouvoir y accéder au-delà de la statistique, au-delà de l'occurrence des contenus populaires, on va dire. Je pense que nous allons en terminer là. Vous pouvez rencontrer ces éminents personnages sur leur stand. Il y en a un qui est en G15, c'est bien ça? G25 et G17. F17. F17 et G25, vous aurez, selon que vous êtes contenu ou accès, la possibilité de confronter vos idées et vos questions avec ces messieurs. Merci beaucoup pour eux. Juste un point, si vous souhaitez voir ce qu'on fait avec Share With Me, on a amené quelques documents, donc je vous invite à les prendre, ils sont là pour vous. Merci. 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 Bien passé.